As-tu la caméra? À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, nous allons reprendre nos consultations que nous avions débutées ce matin. Je demande à toutes les personnes d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi numéro 147, loi concernant l'interdiction d'intenter certains recours liés à l'utilisation des véhicules hors route dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional. Alors, cet après-midi, nous entendrons deux groupes, le Centre québécois du droit de l'environnement et le club de motoneige Diable et Rouge. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous demande de bien vouloir vous présenter. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Sans plus tarder, monsieur, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs, Madame les députés. Mon nom est Michel Bélanger. Je représente le Centre québécois du droit de l'environnement aujourd'hui dans le cadre de ma présentation sur le projet de loi 147. Alors, je n'ai pas rédigé en 2 semaines un mémoire de 35 pages. Je me suis inspiré de votre approche. Alors, je n'ai fait que changer la date du mémoire qu'on a déposé en 2010. Alors, c'est dans le même esprit que le projet de loi d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est à peu près à la même place qu'on était en 2010, selon nous. Et on avait en commission parlementaire la dernière fois lancé en boutade qu'on allait parce qu'on parle d'un projet de loi d'une mesure qui est temporaire depuis 2004, et qu'on allait se revoir probablement en 2017, parce que peu de choses auraient changé. Et bien, effectivement, je dois constater que c'est à peu près la même chose. Et je m'explique, c'est pas pour être condescendant que je dis ça du tout. C'est que je voudrais qu'on se rappelle un peu la raison d'être de la mesure en 2004 et surtout du caractère temporaire que devait avoir cette mesure-là et qui finalement est réitérée. Pourquoi une mesure temporaire en 2004? Quels avaient été l'ensemble d'une partie des représentations? On se souviendra, une poursuite, ça suivait une poursuite en recours collectif dans le cas du dossier de Petit Train du Nord. Et c'est une poursuite qui n'avait pas échoué, mais au contraire qui avait donné gain de cause aux citoyens. Il faut bien comprendre que quand vous adoptez simplement un changement de date aujourd'hui, ce que vous venez modifier, c'est l'application intégrale d'une mesure qui existe dans le Code civil qui s'appelle l'article 976. Et c'est une mesure qui contrôle l'anormalité d'un inconvénient imposé à un voisin. Donc, c'est une lourde responsabilité quand le législateur se permet d'amender à l'égard d'un secteur économique en particulier. Les motifs le justifiant doivent être extrêmement importants parce que faut savoir 976, qui est une disposition qui a été reconnue applicable par la Cour suprême au Québec à toutes les entreprises, ça vise effectivement toutes les nuisances qui peuvent être générées par toutes sortes d'activités polluantes. Ça est appliqué dans le cas de pisciculture, de trains, d'avions, de cimenterie, de mines. Malartic, c'est une des dispositions pour lesquelles... Alors, si on cherche une justification, ici, le législateur doit se permettre de légiférer pour écarter l'application de cette disposition-là pour les motoneiges. Bien, vous devriez le faire pour toute entreprise polluante parce qu'à ce compte-là, ce sont des entreprises qui rapportent pas mal plus de taxes que les motoneiges. Parce que, et je dis ça toujours sans être condescendant, parce que c'est les motifs pour lesquels le rapport qui à l'appui de la reconduction de la mesure, c'est essentiellement les motifs qui sont invoqués ici. C'est payant, ça rapporte, le tourisme, c'est important pour le tourisme, et j'en doute pas. Mais la mesure dont on écarte l'application, c'est une mesure qui s'applique à l'égard de toute autre entreprise au Québec, de loin beaucoup plus rentable. Je finirai sur un exemple des entreprises qui rapportent beaucoup de taxes à l'État, mais des entreprises dans lesquelles souvent le gouvernement lui-même investit des centaines de millions. Pour ne pas nommer les cimenteries comme Mécanis, l'affaire Ciment Saint-Laurent qui est allée en Cour suprême, qui a consacré l'application de cette disposition-là, était une cimenterie à l'époque, en 2004. Alors,
pour des raisons qui appartiennent, qui sont légitimes et pour lesquelles je pense que c'est important qu'on revienne, le législateur, en 2004, a décidé d'adopter temporairement une mesure écartant cette disposition-là. Alors, j'ai dit, je vous ai expliqué quelle était l'importance de la disposition qui a été écartée, mais j'aimerais qu'on revienne sur le pourquoi on avait mis une immunité temporaire en 2004. Et je veux le rappeler parce qu'à nulle part, on retrouve dans le rapport ce qui m'aurait apparu, moi, comme étant la vraie justification pour remettre l'immunité, c'est pourquoi on a été incapable, depuis 2004, de prévoir des voies alternatives pour éviter ces inconvénients-là. Parce que c'était, pour ceux qui étaient là, moi j'y étais, pour ceux qui étaient là en 2004, c'était vraiment l'objet de l'immunité. C'est bon, d'accord, la Cour vient de nous rappeler la limite de l'intolérable par rapport à cette activité-là en particulier. On ne veut pas fermer ce secteur industriel. Il y avait une justification, c'était légitime. Le législateur très prudent avait dit, par contre, on n'écartera pas un droit fondamental comme celui-là, applicable à tous les autres contribuables. Donc, il y a une question d'équité par rapport aux autres entreprises polluantes au Québec aussi, je le souligne. Donc, c'est pas anodin quand on écarte 976. Et on l'avait fait temporairement pour nous permettre de permettre particulièrement aux fédérations de motoneige d'arriver à négocier des parcours alternatifs. Alors, on est ici en 2017 et on l'a reconduit jusqu'en 2020 et je n'ai vu aucune mention de cette préoccupation. Même là, c'est même plus inquiétant que ça. La façon que c'est présenté, je pense que vous devriez même enlever la date 2020 parce que on vient de consacrer ici probablement l'immunité qui va durer de façon perpétuelle parce que les motifs qui sont invoqués ici vont être les mêmes en 2020 pour reconduire l'immunité de façon perpétuelle. D'ailleurs, à preuve, j'ouvre une petite parenthèse, vous n'amendez pas par le projet de loi l'article 87.2 qui dit que dans 3, 4, 5 ans, on va refaire un rapport sur la pertinence de poursuivre l'immunité comme on l'avait fait pour celle-ci qui a conduit au rapport de 2015. Donc, autrement dit, les solutions ou les alternatives et ce qui est proposé ici, va perdurer. Maintenant, quels sont les... Par contre, il y a quand même des choses qui ont été faites, il faut les regarder, mais se questionner en quoi ça n'a pas été suffisant pour justifier aujourd'hui le législateur de remettre ça encore jusqu'en 2020. Il y a des choses qui ont été faites. Faut pas... il y a, par exemple, je l'ai mentionné, d'abord, on a adopté la dernière fois en disant, là, il ne faudrait quand même pas qu'on adopte ça les yeux fermés. Il va falloir qu'il y ait un rapport qui nous explique pourquoi, en 2017, il faudrait recommencer, ou en tout cas, quel est l'état de situation en 2017? C'est le rapport qui a été mis ici. On a ajouté la médiation et l'arbitrage. Oui, c'est effectivement un mécanisme alternatif. C'est comme ça en droit, les mécanismes de médiation et d'arbitrage, c'est des mécanismes alternatifs d'accès à la justice. Mais encore faut-il qu'il y ait des droits en dessous des mécanismes. Donc, de dire on a solutionné, on a retiré des droits des gens, puis on l'a remplacé par un mécanisme. Mais si on ne remet pas les droits des gens, ça ne donne pas grand-chose de changer simplement par un mécanisme la négation de certains droits à certains citoyens. Troisième élément, on retrouve dans le rapport, et ça a été adopté déjà, on a prévu des distances séparatives entre les véhicules hors route et les habitations résidentielles. C'est l'article 8 de la loi sur les véhicules hors route. Je vous rappelle cet article-là, qui est quand même très fondamental maintenant. La distance est de 100 mètres pour tout nouveau sentier et de 30 mètres pour les anciens sentiers. 100 mètres pour les nouveaux sentiers, c'est la norme que la juge avait retenue dans Petit Train du Nord. Donc, quand on parle de l'abus et quand on parle que le législateur se doit d'intervenir parce qu'on veut corriger une situation qui, si on laissait aller le Code civil dans sa disposition, ça créerait une injustice flagrante, ça briserait un secteur économique. Je mets des grosses bémols parce que la loi est venue appliquer à l'égard des nouveaux sentiers la distance de 100 mètres. Pourquoi? Parce que c'est probablement la distance raisonnable que les motoneiges doivent passer d'habitation. La raison pour laquelle on a toléré 30 mètres pour les anciens, c'est qu'on s'est probablement dit qu'on est sur une mesure temporaire qui va permettre éventuellement de contourner tous les anciens sentiers. Donc, on les tire le temporaire, on permet à des sentiers qui causent des inconvénients en deçà de 100 mètres, parce que c'est une reconnaissance. Si le législateur dit que les nouveaux sentiers doivent avoir 100 mètres, c'est qu'à quelque part, vous avez reconnu qu'en deçà de 100 mètres, c'est inacceptable. Donc, on perpétue une mesure ici qui est reconnue comme étant nuisible en bas et pour pour permettre des sentiers, les sentiers dinosaures qui passent encore à 30 mètres des maisons, j'imagine, et c'était l'objectif de la mesure temporaire, pour ramener progressivement
les fédérations à trouver des chemins alternatifs. Ce n'est pas du tout abordé, je n'ai pas vu ça nulle part, qu'on avait échoué, et la raison pour laquelle on est encore là en 2017 sans l'avoir fait. Moi, j'avais esquissé une raison à l'époque qui faisait en sorte qu'on allait se revoir et que l'objet premier de la mesure temporaire ne serait pas remédié. C'est justement parce que vous enlevez le droit de poursuite. À partir du moment où les motoneigistes n'ont pas de raison, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de raison pour lesquelles on se forcerait à trouver un chemin alternatif, parce que de toute façon, personne ne peut nous poursuivre dans le futur. C'est clair que vous venez de consacrer le fait qu'il n'y a pas d'urgence à changer la situation. Alors, on a également réduit la vitesse à 70 km à 100 mètres des maisons et 30 km/h à 30 km. Et dans le rapport d'étape, on mentionne que ces mesures, que je viens juste de mentionner, ont pour objectif d'assurer la cohabitation harmonieuse et sécuritaire entre les usagers et les riverains. Alors, si effectivement la mesure avait cet objectif-là, pourquoi maintenir une immunité de poursuite? Ça veut donc dire qu'il n'y a probablement plus de nuisance. Donc, je termine en soulignant qu'on vous demande d'adopter une mesure dont la justification n'a pas été faite. Merci beaucoup, M. Bélanger. Nous allons procéder à un bloc d'échange avec la partie gouvernementale. Pour un temps approximatif de 16 minutes. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Maître Bélanger, merci beaucoup pour votre exposé. Effectivement, on voit beaucoup de similitudes avec l'autre rapport que vous aviez déposé il y a quelques années. Vous parliez tout à l'heure d'immunité. Il faut bien préciser que c'est uniquement sur les sentiers interrégionaux. Les sentiers locaux, ce n'est pas le cas. Ça ne s'applique pas à l'immunité. Lorsque vous dites que peu de choses ont changé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis 17 ans, dans le fond, depuis l'application de la première immunité qui remonte à 2001. La Fédération des clubs de motoneige du Québec a pris la parole ce matin et on nous disait à quel point on s'était amélioré, que l'industrie avait beaucoup évolué. On mentionnait l'Université McGill qui avait réalisé une étude et qui démontrait clairement que la motoneige de 2015 était nettement plus silencieuse et éco-énergétique, avec moins d'émissions de gaz, moins d'odeur. On disait que plus de la moitié des motoneiges qui circulent dans nos sentiers ont été fabriquées depuis moins de 7 ans. Donc, l'industrie, notamment de la motoneige, s'est ajustée, évolue. L'industrie, la Fédération des motoneigistes, elle est au courant que cette immunité-là, elle n'est pas là pour tout le temps. Elle a une durée limitée dans le temps. Et d'ailleurs, ce qui est proposé, c'est jusqu'à 2020. Alors, pourquoi 2020? Parce qu'à partir de 2020, il y a de nouvelles normes qui vont être en vigueur et l'industrie, les fédérations, les motoneigistes, les clubs travaillent très fort en ce moment pour s'améliorer, pour justement répondre aux nouvelles normes à compter de 2020. Et on travaille également sur la pérennité des sentiers. On travaille très fort là-dessus. Donc, oui, il y a du chemin qui se fait en ce moment. Alors, j'avoue que vous me surprenez un petit peu quand vous dites, de toute façon, eux, ils n'ont pas l'intention il n'y a rien qui les pousse à agir puis à améliorer leurs résultats. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Là. Je ne sais pas si vous les avez entendus également ce matin ou si vous aviez pris connaissance de tout le chemin qui a été fait par l'industrie. J'ai deux éléments de réponse. Si ça ne s'applique qu'à pas aux sentiers locaux, aux sentiers interrégionaux, je pense que c'est ça l'expression. La première question, c'est à combien d'endroits les sentiers interrégionaux n'ont pas été capables de contourner des habitations à moins de 100 mètres? Ce serait une question qu'on devrait se poser parce qu'à ce moment-là, il faudrait répondre, cette immunité de poursuite-là vise à protéger quel risque en fait de poursuite réelle? Et là où j'en suis avec vous quand vous me dites qu'il y a du chemin qui a été fait, j'ai terminé d'ailleurs en parlant de toutes les mesures. Et c'est là que je comprends. Si c'est vrai que ces mesures-là ont été prises
Et on parle d'un inconvénient qui est anormal. Les tribunaux 976, c'est pas un article là, je vous avouerai que la loi sur la qualité de l'environnement est beaucoup plus sensible dans son application que va l'être 976. Parce qu'on parle pas c'est un droit de polluer, 976. C'est écrit comme ça, tu dois accepter les inconvénients normaux de voisinage. Ça veut dire tu dois, toi, chez toi, dans ta quiétude, accepter de te faire polluer dans la mesure où ça reste dans la normalité des choses. Donc, c'est vraiment une consécration du droit de polluer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si effectivement toutes ces mesures-là ont été prises, donc, il n'y a pas de raison d'être de maintenir cette immunité. Alors, de deux choses l'une, oui, il reste encore des endroits où l'inconvénient est encore anormal, où les efforts sont insuffisants pour assurer la quiétude des gens, parce qu'on parle ici d'un équilibre d'usagers. Et moi, ce que je veux savoir, ce que j'aurais aimé lire dans le seul document qui justifie la mesure aujourd'hui, pourquoi on la maintient encore à l'égard de combien de propriétaires, de quels risques, et quand vous me dites en 2020, on s'en vient avec des mesures, moi, j'aimerais aussi qu'à ce moment-là, qu'on me réponde, c'est pour ça qu'on s'en va en 2020. En 2020, est-ce que les raisons pour lesquelles on la maintient en 2017 vont être écartées totalement pour enfin lever l'immunité? Si la réponse c'est non, on va devoir le garder. Il y a une question de principe fondamentale. Et à ce moment-là, enlevez-le. C'est beaucoup plus simple. Vous êtes les législateurs, enlevez le 976 du Code civil parce qu'il n'y a pas une entreprise polluante qui devrait payer plus cher pour les retombées économiques, les emplois qu'elle crée, que l'industrie des motoneiges. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de justification propre à cette industrie-là de ne pas avoir été capable, durant toutes ces années-là, d'écarter le problème pour les quelques personnes qui le vivent. D'ailleurs, vous l'avez fait pour les sentiers nouveaux. À 100 mètres, il n'y en a pas d'inconvénient. Mais avec même les motoneiges, les bruits de motoneige réduits, il y a probablement qu'il n'y en aura plus jamais de poursuite, de toute façon, avec les mesures que vous avez prises. Donc, ne réitérez pas l'immunité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Les fédérations des motoneigistes qui nous disent qu'actuellement, les membres se conforment, dans le fond, d'ici 2020 à 90 %. Donc, il y a toujours beaucoup de chemin qui se fait de ce côté-là. Et à compter de 2020, ce qu'on estime, c'est que le virage entrepris par le milieu va être terminé et que les conditions de la pratique seront plus respectueuses des riverains et de l'environnement. Donc, l'industrie, les fédérations de motoneige, au niveau de tout ce qui est du véhicule hors route, donc les quads, ce qu'ils nous disent, c'est, écoutez, c'est des bénévoles qui travaillent pour nous, font ça bénévolement, et il ne faut pas les perdre, nos bénévoles, là. Et là, bien, s'il n'y a pas cette immunité-là, bien, il y a encore ces craintes-là. Et ça pourrait nuire à cette industrie, puis vous l'avez dit tout à l'heure, oui, effectivement, c'est une industrie importante pour le Québec, avec des retombées de plus de 3 milliards par année au Québec. 14 000 personnes qui vivent, leur emploi, direct ou indirect, au Québec. Donc, c'est majeur. Et ces gens-là nous disent, on en a besoin de cette immunité-là, au moins jusqu'en 2020, le temps qu'on s'ajuste comme il faut. Mais pour l'instant, il n'est pas question de dire on prolonge plus que 2020. Il y en a qui souhaiteraient qu'on prolonge plus que 2020, mais pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est 2020, et on nous dit on pense bien pouvoir s'ajuster d'ici là. Quand vous me dites qu'il y a des bénévoles qui travaillent et ont peur d'être poursuivis, je soulignerais que c'est quand même un anachronisme au Canada. Hein. On est la seule province. Les autres provinces, il n'y a pas d'autres. Je le reprenais dans le rapport lui-même qui a été fait en 2015. En fait, ce qui est intéressant, que je l'ignorais, c'est un travail, c'est un bon travail, mais d'abord, il n'y a aucune province qui a une immunité de poursuite pour les véhicules hors route. Au contraire, les provinces il y en a beaucoup qui n'ont rien fait, qui ont laissé la situation telle qu'elle est là, donc le droit s'applique à l'égard de tout le monde de la même façon, ce qui devrait être le cas au Québec. Mais les provinces qui sont intervenues, c'est pas pour bénéficier à ceux qui opèrent cette activité-là, c'est l'inverse. En Saskatchewan, on a donné plus de droits aux propriétaires de terrain pour se prémunir des inconvénients à cette activité-là. L'autre élément que je voulais également aborder suite à votre question. Ah oui, juste un point. Je voulais finir sur ça, parce que je ne me fais pas d'illusions. Vous allez renouveler. Je me fais pas. Ça va être renouvelé. Moi, je vous inviterais, très humblement, je n'ai pas rien à demander, je n'ai pas de prétention, mais de façon législative, pourquoi vous affirmeriez pas clairement qu'il n'y aura pas de renouvellement en 2020?
Je suis prêt à vous suivre là-dessus. Je suis prêt à faire confiance aux fédérations. Et puis, s'ils ne sont pas capables de réduire les inconvénients de bruit et tout, bien là, ça nous donne combien de temps? 3 ans? Là, ils trouveront les voies alternatives à 100 mètres. À un moment donné, il faut arrêter. Et vous allez me dire, on a juste à le laisser comme ça. Normalement, quand on dit une date, la date, elle est... Oui, je le sais, moi aussi, je le pensais en 2004. Mais là, on s'en va jusqu'en 2020 avec une date qui est repoussée. Mais si le législateur est encore plus clair, je pense que ce là, moi, je serais prêt à vivre. Je vais vous dire, là, on fait assez longtemps qu'on vit avec, il n'y a pas de problème. Mais ça serait peut-être quelque chose à envisager pour vous. Je prends note de votre suggestion. Vous savez qu'il y a des choses qui se sont ajoutées aussi depuis la loi de 2010, c'est-à-dire qu'on a ajouté un processus de traitement des plaintes, de la médiation, de l'arbitrage. Donc, il y a des mesures supplémentaires. Et quand on regarde le nombre de plaintes, il y a eu 18 plaintes au total et il y en a 17 qui n'étaient pas applicables au réseau interrégional. Donc, c'était ailleurs. Et il y en a une qui, finalement, a été abandonnée. Mais ça démontre qu'il y a quand même un processus, qu'il y a un effort qui est fait. Et c'est pour cette raison que je vous dis, nous, on a l'impression qu'avec tous les efforts qui sont déployés en ce moment par les fédérations, bien qu'en 2020, on n'aura plus besoin de prolonger cette immunité-là. Mais le but, c'est de rassurer toute l'industrie, au moins jusqu'en 2020. Et de toute façon, ils sont au courant depuis 2010 qu'il va y avoir des nouvelles normes applicables à compter de 2020. Donc, l'industrie va avoir eu le temps d'apporter les transformations nécessaires et aussi de pérenniser. Bon, il y a du travail qui se fait également de part et d'autre là, pour pérenniser les sentiers. Je trouvais intéressant cet exemple-là du mécanisme de médiation. J'avais hâte de lire, d'ailleurs, les résultats que ça avait donné depuis son adoption. C'est bien, mais comme je l'ai dit, c'est un mécanisme alternatif. Quelqu'un qui est à l'abri des poursuites a quand même, moins d'incitatif. Quand on va en médiation à la cour ou en arbitrage, c'est parce que les deux parties ont des droits équivalents et ici, c'est pas le cas. Donc, mais là où je trouve ça encore plus intéressant, c'est que je l'ai lu moi aussi, il y a eu 18 plaintes, 17 n'ont pas été traitées parce que hors sentier assujettis. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que la peur des bénévoles et la crainte, tous les motifs que vous donnez pour réitérer l'immunité, ça voudrait dire que dans 17 cas sur 18, il aurait pu y avoir des recours, il pourrait y avoir des recours collectifs. Tous les sentiers qui ne sont pas assujettis à l'immunité, il n'y en a pas nécessairement. Ça veut donc dire que les mesures de réduction de bruit, probablement, les contournements, le fait que les nouveaux sentiers sont à 100 mètres. Ce que je veux dire, c'est que on est rendu probablement, peut-être qu'on peut vivre jusqu'à 2020, mais c'est clair que ça n'a pas sa raison d'être. Et je termine sur un point. Il faut vraiment que vous ne perdiez pas de vue que cette immunité-là, le barreau était à l'époque totalement d'accord avec nous autres, ce qui est quand même particulier, c'est pas toujours le cas, mais ils sont tout à fait d'accord parce que ce que vous adoptez, c'est une mesure d'exception qui s'applique par ailleurs à tous les autres pollueurs au Québec. Il faut vraiment qu'elle soit super justifiée. Et plus on avance, moins effectivement la démonstration que vous faites, elle est de moins en moins justifiée. 17 cas sur 18 n'étaient pas assujettis à cette immunité-là. Voilà. Est-ce que votre organisme est impliqué d'une quelconque façon dans la résolution de différends environnementaux, justement, avec... Est-ce que vous êtes impliqué parfois, justement, pour essayer de résoudre avec des différends au niveau de l'environnement, en lien avec peut-être les motoneigistes ou dans d'autres domaines? On n'a pas... en fait, on a eu, de mémoire, fait quand même, je suis là depuis la Fondation, on a eu peut-être deux ou trois appels de personnes qui vivaient... il y a tous les cas de problèmes d'environnement. Il y a peut-être eu 2 ou 3 problèmes, à ma connaissance, de citoyens qui avaient des problèmes d'environnement. Il y a même un dossier où je leur avais recommandé d'exiger une réduction de leur compte de taxes, parce que ça a été une mesure appliquée avec succès dans le passé, et ça a une certaine... Et là, quand les municipalités, quand on veut aller chercher, parce que vous savez que c'est l'argent qui est quand même souvent le nerf de la guerre, et c'est d'ailleurs le motif pour lequel on a l'immunité. Puis à partir du moment où les municipalités, leurs citoyens commencent à demander des réductions de compte de taxes parce que leur propriété vaut moins cher, parce qu'il y a des pistes à côté, bien, peut-être que la municipalité a intérêt à trouver des pistes alternatives. Donc, effectivement, à un moment donné, oui, on a été, mais pas... Non, on n'en a pas eu tant que ça. Des dossiers particulièrement propres au motoneige. Merci. Je céderai maintenant la parole au député de Masquinongé.
Monsieur le député de Masquinongé, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, de me laisser quelques temps pour poser des questions à Maître Bélanger. Et oui, merci beaucoup. Alors, je vais raccourcir le préambule de ma question simplement pour vous rappeler que j'ai le privilège d'avoir dans mes fonctions parlementaires d'être adjoint parlementaire au premier ministre pour les régions. Avant ça, j'étais avec le ministre de l'Environnement. On s'est rencontrés à quelques occasions. J'aimerais juste, parce que je vous ai entendu tantôt parler et expliquer et exprimer surtout le fait que, comme si l'industrie n'avait pas voulu trouver des solutions alternatives, etc. Je veux juste vous expliquer que dans une situation idéale, le terrain est plat partout, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de maison, puis on s'en va dans un quadrillé et c'est simple. Malheureusement, c'est pas comme ça dans la vraie vie, Maître Bélanger. Et pour vous dire que malgré que les fédérations essaient beaucoup et travaillent beaucoup en collaboration avec les différents acteurs régionaux pour trouver justement le chemin idéal, respecter la distance la plus loin possible, parfois on va arriver face, et vous allez être d'accord avec moi, à une rivière ou à un milieu humide, arriver dans une tourbière, arriver dans une forêt qu'il faudrait couper des arbres pour pouvoir faire passer le motoneige, ce qui ne serait pas une situation enviable. En tout cas, du moins, ce ne serait pas la solution préconisée pour le respect, justement, de l'environnement. Alors, je veux juste vous rappeler ça parce qu'il faut faire attention quand on dit qu'il n'y a pas eu d'effort, vu qu'on est obligé de remettre l'autre. Ce n'est pas nécessairement le cas. La ministre vous a parlé, vous a bien spécifié au niveau de la modernisation de l'industrie. Moi, je vais vous parler de la vitalité des régions. Ça a l'air simple et j'aime pas quand vous faites l'allégorie du Far West, comme si c'était le Far West, puis que dans les régions, on acceptait n'importe quoi, puis ça passait, puis que les gens font pas de plaintes parce qu'ils ont peur, bien au contraire. Je pense qu'il y a de moins en moins de plaintes, justement parce que l'industrie a collaboré, a travaillé, a informé les gens, que ce soit au niveau du milieu agricole, du niveau municipal. J'ai eu des exemples chez moi dans de nombreux cas, où ils ont collaboré, où ils ont expliqué, où ils ont fait justement de la sensibilisation. Vous dire que l'immunité est mise, puis il faut faire attention parce que vous parlez de l'industrie polluante. C'est comme vous preniez une industrie de bénévoles, de gens, de citoyens qui s'impliquent bénévolement pour faire rayonner le Québec, souvent tant local qu'à l'international, puis vous me comparez ça au plus grand pollueur du Québec au niveau des industries. C'est pas la même chose. Puis il faut faire attention parce que ces gens-là le font bénévolement, mais je comprends que le geste, pour vous, c'est une pollution auditive, puis que c'est un des inconvénients aux gens qui vivent tout près. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis convaincu que l'industrie a fait tous les efforts nécessaires, justement pour qu'on ne soit pas pris aujourd'hui pour refaire la même chose, mais on n'a pas le choix. Parce que malheureusement, dans un monde idéal, malgré qu'ils vont tout essayer, il y a encore des cas où ce que ça va arriver qu'on va passer à 30 mètres des maisons, parce que malheureusement, c'est la solution la plus plausible, la moins nuisible et celle qui est la plus respectueuse de l'environnement, et ils n'auront pas le choix. En 30 secondes. Voilà, c'était mon commentaire final. Merci, Monsieur le député. En 30 secondes, Monsieur Bélanger. Oui, je voudrais juste pas être mal compris, c'est que quand je compare pas l'industrie de la motoneige aux industries les plus polluantes, je dis juste que la disposition du Code civil s'applique aux industries beaucoup plus polluantes que les motoneiges, beaucoup plus rentables en termes de retombées économiques, mais le législateur n'a pas jugé bon d'écarter son application à l'égard de ces secteurs industriels-là. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter un autre bloc d'échange avec l'opposition officielle. Je cède la parole au député de René Lévesque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de vous saluer. Merci beaucoup de contribuer à nos échanges par votre connaissance légale des enjeux. Je veux juste être bien certain d'avoir bien compris votre propos, parce que quand on a eu les gens de l'Association des motoneiges ce matin, la Fédération, pardon, on leur a demandé, il resterait en pourcentage combien de véhicules qui ne seraient pas conformes en 2020. On nous a dit qu'actuellement, ils sont à 84 % et qui, selon leur estimation, ils arriveraient à 90 % des véhicules conformes en 2020 selon les normes. Donc, il reste encore un 10 %. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ces 10 % se retrouvent dans le sentier? Parce qu'il reste peut-être encore d'en avoir, même si le temps nous amène vers l'avant avec des nouvelles technologies. Il y a toujours des gens qui ont de vieux scandiques, de vieux skidoo, qui ont une affection patrimoniale quasiment. Ça a été donné par leur grand-père, puis qui vont au chalet une fois de temps en temps, mais qui prennent quand même la TQ1, 2, 3 pour se promener. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Parce que quand je vous entends, l'immunité jusqu'en 2020 n'est pas garante que tous les véhicules soient conformes après 2020. C'est ce que j'ai perçu. Est-ce que je me trompe? Monsieur Bélanger. Bien, pour moi, 2020, parce que le législateur est sur le bord de l'adopter, tu sais, mais moi, ça m'aurait pas étonné que simplement ça soit pas reconduit en 2017. Ben, je peux pas imaginer qu'on écarte une disposition comme ça du Code civil pour
10 de personnes qui ont des vieilles motos neige qui vont continuer à aller... Et en présumant que non seulement c'est ces 10 personnes-là, mais ces 10 personnes-là vont tous passer à côté d'une propriété au-dessus de la vitesse en faisant autant de bruit que... Je veux dire, tout le monde a réduit leur vitesse. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il n'y en a pas, il n'y a plus de justification de maintien de l'immunité progressivement avec les mesures qui ont été prises. Alors, soit, donnons jusqu'en 2020... Peut-être parce qu'on ne pourra pas, mais c'est clair. Ce que je vous dis, c'est que vous auriez pu, dès maintenant, abroger cette mesure-là, qui est anachronique dans notre système de droit, tout simplement. Je trouve, j'ai pas vu de justification particulière pour son maintien. Je vois juste des succès. On m'en parle. Vous savez qu'on a contourné autant qu'on pouvait contourner. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai posé la question. Avez-vous demandé aux fédérations? Avez-vous regardé une carte? À savoir, ce dont on parle ici, là, pour les quelques sentiers qui encore, d'abord, les sentiers qui sont sujets à l'immunité, qui encore s'approchent à moins de 100 mètres des maisons, on parle de là au Québec. Et dans ces cas-là, est-ce qu'effectivement, il y a encore du bruit? C'est juste que je pense qu'on est rendu aujourd'hui, il n'y a probablement plus de justification à l'immunité et le maintien d'une immunité qui n'est pas justifiée vous ouvre la porte dangereusement, c'était déjà une porte ouverte énorme en 2004, à des demandes similaires de d'autres industries, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas accordé à plus de monde. Ce n'est pas juste une question d'équité, c'est une question de principe juridique, je veux dire. Voilà. Je comprends bien ce que vous nous dites. Faites attention, à titre de législateur, de continuer à proposer et à adopter cette immunité, parce que plus elle perdure dans le temps, plus elle légitime le fait que d'autres industriels, voyant le succès que ça a eu, puis sa durée dans le temps, puis c'est applicable dans d'autres secteurs. Donc, ce que nous dites, faites attention, et considérant qu'il reste que très peu d'utilisateurs de motoneige qui sont encore, excusez-moi l'expression, mais qui pourraient être délinquants selon la loi, bien, ça serait temps, effectivement, de par ces dispositions-là, de les mettre au pas et s'assurer qu'ils se conforment. Oui, dans une des justifications accessoires, mais il faut toujours, parce qu'on ne parle pas de ce monde-là, mais il faut que vous pensiez à cette mesure-là. Si vous étiez un propriétaire riverain d'une usine, quelle qu'elle soit, OK, là, on parle des motoneiges, mais n'importe quelle usine, que vous aviez des droits qui sont reconnus, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'accepter vous êtes obligé de vivre en société, d'accepter la pollution. Il y a le Code vous prémunit de ce qui est anormal comme pollution. On a donné l'exemple des agriculteurs. C'est vrai que le législateur est intervenu, et je commençais à sévir à l'époque en droit de l'environnement, je pense que c'est 89. Et je pense que la première fois que je suis venu en commission parlementaire, c'était sur le projet de loi qui a créé l'immunité aux agriculteurs. Et j'avais fait une analyse assez exhaustive de tous les jugements qui ont condamné des agriculteurs pour des inconvénients et des nuisances. Et à l'époque, j'avais dit, faites pas ça pour les agriculteurs en particulier. D'abord, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas eu un cas d'abus manifeste. Parce que si le législateur intervient pour enlever des droits, c'est que les tribunaux ont utilisé de façon abusive en disant non, il y a une inéquité ici qui est en train d'être créée. Et ce n'était pas le cas dans les agriculteurs. Je veux dire, les endroits où on a sanctionné, c'était parce qu'effectivement, c'est un usage dans un milieu agricole anormal même pour une exploitation. Je reviens à votre question. L'idée, c'est que moi ici, le point qui me préoccupe plus, c'est qu'effectivement, s'il n'y a plus de justification, il y a des gens qui subissent ces inconvénients-là. C'est qu'en 2004, quand ça a été mis, le législateur, à l'époque, a essayé il tenait compte de l'intérêt aussi des riverains de ces activités-là. Je dis juste que si vous perdurez cet inconvénient-là, ou bien il n'existe plus parce que toutes les mesures ont fonctionné, et c'est ce que je pense, alors à ce moment-là, enlevez-le. Mais si vous le maintenez, c'est que vous le maintenez à l'égard de probablement d'abus quand même à l'égard de certains riverains. Donc, il y a cette double composante-là. Oui, le précédent pour les autres industries, le principe juridique de ne pas toucher à une disposition du Code, mais aussi, si vous la maintenez, c'est qu'à quelque part, il y a du monde qui paye le prix pour une activité que vous choisissez qui est légitime. Merci. Alors, je vais céder la parole au député de Labelle qui a des questions à vous poser. Je vais faire ça rapidement parce qu'on a très peu de temps. Alors, vous comprendrez que l'intérêt que j'ai pour ce dossier-là, parce que cette conscription de Labelle, c'est là où a été intenté à peu près 90 des citoyens sur le recours collectif de 2004. J'étais député à l'époque. Alors, j'ai beaucoup d'intérêt pour le dossier. Vous avez dit que dans les autres provinces, il n'y a pas de suspension de droit de recours des citoyens. Est-ce qu'il y a déjà eu, par contre, des poursuites dans d'autres provinces pour des cas similaires? Super bonne question. Je ne sais pas. Autre question? Mais le droit, pour avoir regardé en droit de l'environnement,
on a un régime de droit similaire. La nuisance, public nuisance, ça existe. Je comprends. Et j'en suis avec vous que ça ne devrait pas exister de suspendre les droits de recours, mais en même temps, il fallait comprendre la situation qui était celle que nous connaissons. La ministre nous dit on va jusqu'au 1er janvier 2020 parce que les normes de l'industrie vont changer. Je veux bien, mais est-ce que, entre autres, vous qui êtes spécialisé dans la nuisance du bruit, est-ce que vous avez été consulté à savoir, les nouvelles normes de l'industrie, effectivement, ça va nous satisfaire? Est-ce que vous avez été consulté d'une quelconque façon? Non. Puis, pour être bien franc, on aurait décliné l'invitation parce qu'on ne connaît rien de ça, là, nous. Non, autrement dit, l'effet pratique d'une norme technique sur la réduction des moteurs et l'absence d'inconvénients qui en découlent, la seule chose que je note, par contre, c'est que dans le rapport, on donne à titre d'exemple les SIDU, les motomarines, qui, effectivement, sur lesquels les moteurs, il y a eu une grande réduction. Mais en lisant ça, je me suis dit, c'est quand même intéressant de noter que, je veux dire, on a le même droit, c'est à l'égard des mêmes machines, c'est les mêmes nuisances et inconvénients. Et, à quelque part, j'ai pas vu de recours collectif de déposer par des riverains sur des lacs à l'égard des motomarines. Et je sais qu'à certaines époques, c'était une plaie, les motomarines, pour ceux bon. Mais pour l'avoir entendu, parce que je ne suis pas riverain d'un lac non plus, mais je l'ai entendu. Or, effectivement, le dossier ne semble plus présenté. Donc, pour donner un début de réponse à ce que vous m'avez dit, c'est fort possible que les normes de réduction des bruits, il y avait un peu les odeurs aussi, mais je pense que pour ce qui est des riverains, c'était particulièrement les bruits qui les incommodaient. Donc, fort possiblement que ça a un effet. Parce que, et cette pseudo-crainte-là de poursuite sur des bénévoles, je trouve ça, c'est sympathique, mais je pense effectivement que c'est surfait, que ça n'existera probablement plus, que l'inconvénient anormal est de plus en plus normal de cette activité-là. Voilà. Oui. Sauf que vous comprenez que là où j'ai de la difficulté à savoir si on va être véritablement protégé à partir du 1er janvier 2020, c'est qu'on met cette date-là en disant les normes d'industrie vont changer, mais est-ce que les normes de l'industrie vont satisfaire les gens qui sont sensibles à cette problématique-là? Parce que, 2004, là, j'avais dit aux gens, même en 2001, là, quand je suis arrivé comme député, j'avais dit aux gens, j'étais dans leur résidence quand ils voulaient intenter le recours. J'avais dit, si la voiture qui passe en avant de chez vous ne fait pas plus de bruit que la motoneige, est-ce que vous allez être satisfait? Absolument. Le problème, c'était le bruit. Alors, ce n'est pas de déplacer le problème qu'il faut faire. Parce que déplacer le problème, c'est déplacer le sentier. C'est de régler le problème à la source. Le problème à la source, c'est le bruit, essentiellement. Et quand j'entends, l'industrie, c'est un peu auto-réglementé, moi, je veux savoir, est-ce que ça va être satisfaisant? Et pour cela, il faut consulter les gens qui sont, à quelque part, un peu des experts en la matière. Mais en fait, la question du bruit est une réelle question de santé publique. Le département de santé publique a fait des études, ils pourraient vous répondre, eux autres. Puis surtout que les motoneiges, ça roule la nuit aussi. Donc, il y a quelque part, c'est le degré de bruit est là-dessus, qui est sensible à tous les égards. Mais ce que je veux simplement mentionner, c'est que c'est deux solutions totalement alternatives. Si effectivement, on arrive à solutionner par le biais de machines plus performantes, OK, c'est parfait. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que si en 2020, on n'y est pas arrivé par cette voie-là, il n'y aura pas d'autre solution que les voies de contournement. C'est pour ça que je vous disais, adopter une mesure qui dira qu'à 2020, c'est fini, il n'y en aura plus on ne réitérera pas l'immunité de poursuite. Merci, M. Bélanger. Merci, M. le député. Nous allons procéder au dernier bloc d'échange avec le député de Deux-Montagnes. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Merci pour votre présence cet après-midi. J'ai écouté vos propos et dans toutes ces sociétés démocratiques, on ne peut certainement pas miser nos pratiques sur des interdictions d'intenter des recours. On s'entend que c'est contraire à l'esprit du droit, c'est contraire aux normes usuelles. En même temps, le contexte ici est particulier. Je vous entendais tout à l'heure dire qu'une motoneige, par exemple, ça peut rouler, ça peut se déplacer la nuit. C'est bruyant. C'est tout vrai, mais en même temps, l'objet du projet de loi, comme je le comprends à ce moment-ci, ça vise uniquement les sentiers qui font partie du réseau interrégional. Donc, le bruit, il est accentué par la vitesse,
Mais si la vitesse elle est respectée sur ce réseau-là, c'est-à-dire 30 km/h, le bruit, il n'est pas perceptible. Et il y a aussi des contraintes au niveau des heures où les motoneiges peuvent emprunter ces circuits-là. Donc, c'est un réseau qui me semble très bien autodiscipliné avec des règles. Il y aura toujours des délinquants, on s'entend. Ces règles-là ne sont pas respectées par tous. En même temps, il y a une belle dynamique, une belle préoccupation, quant à moi, pour faire respecter ces règlements-là. Donc, vos inquiétudes, à vous, est-ce qu'elles sont davantage au niveau du bruit, au niveau de la pollution, non pas sonore, mais la pollution environnementale quelconque? Quel est le cœur de vos préoccupations, en quelque sorte? Le cœur de ma préoccupation, c'est d'entendre, de vous entendre notamment, d'entendre qu'il n'y a le milieu s'est auto-régulé, qui s'est appliqué des mesures pour réduire, qu'il y a eu des efforts manifestes, des bons et avec des succès, pas juste des efforts, des succès. Donc, de n'entendre que du positif, mais de voir qu'on réitère votre introduction était juste. C'est une mesure qui ne devrait pas exister. Et vous me dites, pourtant, ça se limite à un certain nombre de sentiers. Les efforts ont été faits. On s'est autodiscipliné. On a changé les machines. Les machines vont être améliorées jusqu'en 2020. J'en suis. Et c'est exactement ça. Donc, enlevez-la. Il n'y a plus de raison à l'immunité. Et c'est là mon point, c'est pas tant de ne pas reconnaître qu'il n'y a pas eu d'effort, c'est de dire, aujourd'hui, on est juste ici pour réitérer une immunité qui est censée être nécessaire pour endiguer un problème manifeste et important. Je n'ai pas entendu, je vous ai pas entendu me parler du problème. Au contraire, il n'y a plus de problème, tout va bien. Il y a peut-être quelques... Alors, j'essaie de mesurer la raison. Vous allez me dire, mais à ce moment-là, pourquoi on ne la laisse pas? C'est l'inverse. Si effectivement, il n'y a plus de problème, et qu'on a quand même besoin jusqu'à 2020. J'en suis, là, puis possiblement, mais pour moi, il faut que ça soit vraiment un point limite 2020. Et je reviens à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. S'il reste encore des inconvénients qui justifient une immunité de la part du législateur en 2020, bien là, il va falloir les tasser vraiment, les voies. Parce que moi, en 2004, on ne parlait pas de changer les moteurs, on parlait juste il faut donner nous du temps pour changer les voies. L'idée d'être capable de réduire à ce point-là n'existait pas. Maintenant, il y a deux solutions qui sont, on garde les mêmes chemins, mais on réduit. J'ai aucun problème avec ça. Et l'effet, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de matière à poursuivre. Merci, M. le député. Donc, vous me dites, à la limite, si le projet de loi spécifiait que 2020, c'est l'échéancier final à ce débat qui perdure depuis quelques années, là, on pourrait peut-être vous réconforter un petit peu avec son adoption. Mais sinon, cet échéancier-là de 2020, en conséquence, vous semble raisonnable? Peut-être pas idéal, mais raisonnable à tout le moins? Bien, je vais vous dire... Vous pourriez l'écrire de différentes façons, mais si vous disiez que dans 2020, les mesures à venir vont faire en sorte qu'il n'y aura plus d'inconvénients et que dans ces contextes-là, autrement dit, renverser le fardeau de la preuve sur le dos de ceux qui n'ont pas été capables de l'éliminer, au lieu d'imposer ça aux riverains actuellement qui peinent depuis quelques années en attendant que ça arrête, renverser le fardeau de la preuve. Ici, ils n'ont pas été capables de réduire, mais à ce moment-là, et réduire de deux façons, par effectivement des moteurs qui ne génèrent plus d'inconvénients ou encore des voies alternatives. Mais là, l'immunité va revenir. Voilà. Pour ma part, je suis d'avis, dans les faits, des nuisances, il y en aura toujours, parce que des délinquants, il y en aura toujours. Et c'est difficile d'encadrer une pratique en fonction de ces délinquants, en quelque sorte, parce que la très grande majorité des adeptes de ces sports-là, à mon sens, veulent essentiellement profiter des joies de l'hiver, non pas pour but de nuire au voisinage qu'ils fréquentent. Donc, pour moi, le défi, c'est de, ultimement, permettre à des gens de vouloir s'en prendre à une industrie uniquement à cause de la présence de quelques délinquants. Et c'est pour ça où je m'interroge. C'est certain que l'échéancier sera discuté. On est aux premières étapes du projet de loi. Il y aura l'étude article par article dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais je me demande si on peut concevoir de pénaliser une industrie à cause que des résidents seraient offusqués de la présence de délinquants. Des délinquants, on en a sur nos routes. Des délinquants, on en a sur nos rivières, sur nos lacs, comme vous l'avez mentionné. Mais c'est peut-être pas représentatif des utilisateurs. Autant on parle de motoneige, autant de squats.
Donc, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre et, à mon sens, jusqu'en 2020, à tout le moins, je pense que cet équilibre-là est maintenu. Puis, dans l'intervalle, c'est une industrie qui se développe. Ce sont des pratiques qui deviennent de plus en plus acceptables. D'ailleurs, ce matin, on a eu l'occasion de poser la question des plaintes. Il y en a très peu. Et même au niveau du traitement des plaintes, il y a un dispositif de suivi qui me semble intéressant. Monsieur le député, 20 secondes. C'est très court, donc je vais vous laisser répondre. Effectivement, si on a peu de délinquants, si on a peu d'événements, vous relirez la décision Petit Train du Nord, et monsieur le député s'en rappellera, c'était catastrophique. La juge a dépeint ce que les gens vivaient. C'est pas quelques délinquants. Et je suis convaincu que l'immunité n'a plus sa raison d'être parce qu'il n'y en aura plus. Effectivement, on ne maintient pas une immunité de poursuite pour quelques délinquants parce que la nuisance ne devient pas anormale. C'est effectivement normal qu'on puisse entendre une motoneige une fois de temps en temps et personne ne va aller saisir les tribunaux pour 4-5 ans de procès en payant les avocats pour justement des nuisances qui est accessoire et accidentelle. Donc moi, c'est là que j'en suis. Je pense que c'est nécessaire. Merci beaucoup. Ceci met fin au bloc d'échange. Je vous remercie infiniment, M. Bélanger, pour votre contribution à la commission. Merci. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour permettre au prochain groupe de s'installer.